expliquer leurs fonctions au sein de la compagnie. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions et bonne intervention, bonne rencontre. Tu penses que ça va suffire et qu'on n'a pas besoin de le mettre devant elle plutôt? Est-ce que tu te montes est-ce que Ah oui, alors, bonjour à tous et à toutes. Moi, je m'appelle donc Floriane Potier. Je travaille au sein de la compagnie Le Ballon Vert, qui est une compagnie caennaise. Je travaille au Ballon Vert depuis 2020 et au sein du Ballon Vert, je coordonne toute la partie action culturelle, participation, relations avec les publics. Voilà. Je laisse mes collègues se présenter. Bonjour, donc moi c'est Adèle et donc je suis attachée de production et de participation au Ballon Vert. En gros, je m'occupe de la logistique du personnel et après sinon je seconde Floriane pour côté participation et médiation. Voilà. Et moi je suis là depuis le mois de mai. Bonsoir à tous, moi c'est Aélis, je suis en alternance là en formation médiation, donc avec le Ballon Vert, je travaille en compagnie de Floriane et d'Adèle pour me former à tout ce qui touche à la médiation. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui, c'est la création qui est prévue pour 2025. Cette création s'appelle la Parade opératique. Elle aura lieu dans le cadre du millénaire Caen 2025. C'est un spectacle grand format en espace public qui aura lieu en centre-ville de Caen le 9 mai 2025. Je vais vous faire une présentation un peu générale de ce spectacle, le contexte de création, les équipes qui œuvrent en coulisses depuis déjà 1 an et demi sur ce spectacle, un petit peu les étapes de création, les différents partenariats qui se construisent dans ce projet, et ensuite il y aura bien sûr un temps d'échange et des questions, et s'il y a des choses qui ne sont pas claires, n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. Tout d'abord, pour le contexte très général, donc cette création qui s'appelle la Parade opératique, c'est un spectacle. C'est un spectacle en espace public. Le Ballon Vert, donc on est une compagnie dite des arts de la rue et de l'espace public, c'est-à-dire qu'on joue principalement dans des lieux non dédiés, en espace public, en rue ou dans d'autres espaces publics. Il y a, la directrice artistique et metteuse en scène de la compagnie s'appelle Amélie Clément. On a aussi quelques spectacles qui ont été joués en salle. Amélie a notamment été artiste associée à la Comédie de Caen les 2 dernières années. Habituellement, sur notre site internet, vous aurez un petit peu plus un éventail si vous êtes curieuse d'aller voir de nos créations passées, mais on est plutôt habituellement dans des œuvres plutôt politiques. Souvent on dit politique et poétique, mais en tout cas, le dernier spectacle s'appelait Démocratia Mélancolia. L'autre, c'était un portrait de Hannah Arendt, un autre à la dérive des continents, donc sur la situation migratoire en Europe. Voilà un peu pour vous donner la couleur de la compagnie. Et on a aussi une particularité. On joue dans un champ assez aussi particulier, qui sont les œuvres qu'on appelle de territoire, c'est-à-dire des spectacles qui sont créés avec et pour un territoire, avec et pour ses habitants, dans le sens, pas dans un sens de communication, dans le sens où c'est vraiment la création qui est faite avec et pour des habitants. Une œuvre de territoire, c'est un spectacle qu'on imagine. Imaginons à l'échelle d'un quartier, où on va aller se nourrir des histoires d'un quartier, à la fois des histoires de vie, des gens qui y habitent, qui traversent ce territoire, à la fois de son histoire sociale, politique, de son architecture,
de sa circulation, de la manière dont les gens s'approprient l'espace public. Voilà un peu tout ce qui traverse les créations de la compagnie. Et donc, les habitants de ce territoire peuvent notamment contribuer parfois à la création des costumes, à la création des décors. Voilà, il y a pas mal souvent d'actions culturelles aussi autour de ces œuvres de territoire. Dans ce contexte, pour le millénaire de Caen, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler de diverses manières. Le millénaire de Caen, donc le groupement d'intérêt public millénaire de Caen, constitué de la ville de Caen-la-Mer, du département, de la région, de l'université de Caen et de la chambre de commerce et d'industrie, se sont réunis pour créer ce groupement d'intérêt public pour célébrer les 1000 ans d'histoire de la ville de Caen en 2025. Pour ça, il se base sur une archive retrouvée dans une abbaye qui date de 2025, qui fait premier état. C'est un choix d'avoir choisi ce document pour fêter les 1000 ans de Caen, mais qui fait état d'une organisation urbaine de la ville de Caen. Et donc, dans ce cadre-là, pour les festivités, il y a toute une programmation qui est faite pour le millénaire, et avec aussi des grands événements, des œuvres d'art, l'inauguration du château, des choses plutôt vers les sciences, enfin voilà, il y a beaucoup de choses. Et dans ce cadre-là, on nous a demandé de créer un spectacle pour célébrer les 1000 ans d'histoire, qui soit une œuvre qui ait lieu en centre-ville de Caen. Et donc, c'est un récit qui est fait avec et pour les habitants de la ville. On célèbre l'histoire de la ville. Ce spectacle, on nous a demandé qu'il soit imaginé pour 150 000 spectateurs. Donc, on est sur une œuvre vraiment à grand format. Et c'est un spectacle qui durera 5 heures avec différentes traversées de l'histoire de Caen. Je peux déjà vous dire qu'on n'est pas du tout dans une œuvre qui est du domaine de la reconstitution historique. On est bien dans une création, dans l'univers artistique de la compagnie. Je vais vous la présenter juste après. Cette œuvre, elle a déjà elle a ce caractère monumental. C'est une œuvre qui se veut festive. Elle aura lieu le soir. Elle dure un peu plus de 5 heures, donc on est environ entre 19h et minuit. On célèbre à la fois cette œuvre, elle sera quand même... on n'est pas dans la reconstitution historique, mais on est quand même dans un récit qui fait écho à des grandes périodes de l'histoire de Caen, à des symboles, à des personnages emblématiques. Le croquis que vous voyez ici, c'est une esquisse d'une marionnette des recherches autour d'une marionnette géante sur la figure de Guillaume. Voilà, par exemple. Donc on retrouve quand même des personnages un peu inévitables de l'histoire de Caen, comme Guillaume et Mathilde sur les premiers âges. Puis, par exemple, à un moment donné, à l'université de Caen, il y aura quelque chose sur la période de la reconstruction, etc. Et donc, j'en dis pas trop, parce qu'après, je vais vous raconter un peu plus l'histoire. Cette œuvre, elle est pluridisciplinaire dans le sens où, déjà, il y a beaucoup de... Je réfléchis avec le diapo d'après pour pas... Faut pas spoiler. Oui, voilà, faut pas spoiler. Non, déjà pluridisciplinaire par rapport aux différentes disciplines des arts de la rue, de l'espace public, c'est-à-dire que vous allez y retrouver du chant, de la danse, du cirque, de la marionnette géante, du théâtre d'ombre, de la pyrotechnie. Voilà, beaucoup de choses qu'on retrouve dans les arts de la rue, du costume, de la scénographie urbaine, de la mise en jeu, bien évidemment, pas ou peu de texte, vu les contraintes de jauge notamment, et de la création lumière, etc. C'est dans l'autre sens. Concrètement, donc, cette parade, elle fera un parcours de 5 km. Je vais faire des allers-retours en avant, en arrière. Là, vous avez un peu
une idée. Voilà. Pour comprendre ce que je vais vous raconter là. Donc c'est un parcours de 5 km avec... En fait, il faut que je revienne à cette diapo, sinon c'est pas très clair. En gros, dans ce spectacle, vous avez... est-ce qu'on voit là mon petit... Ah oui, très bien. Ce qu'on appelle des modules roulants. Donc ces modules roulants, en fait, ce sont des scénographies qui sont montées sur des remorques de poids lourds. Si on était dans un registre carnavalesque, on pourrait dire que ce sont des chars. Mais là, ce sont vraiment des scènes mobiles. Donc vous avez ces 4 scènes mobiles qu'on appelle des modules. Chaque module a un univers artistique particulier. Autour de chacun de ces modules, ce qu'on appelle, nous, une brigade poétique. Donc sur les modules, il y aura en jeu, imaginons, sur certains des circassiens, sur d'autres des comédiens machinistes, d'autres des comédiens, des manipulateurs, des chanteurs, etc. Et donc autour de chacun de ces modules, ce qu'on appelle une brigade poétique. La brigade poétique, c'est un peu le peuple qui vient faire vivre ce module. Ils fonctionnent ensemble. Il y a à peu près 80 personnes autour de chacun de ces modules qui sont associées à ce module, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Tout ça nous forme ce qu'on appelle une caravane. Du début à la fin, cette caravane, elle mesure à peu près 300 mètres de long. Cette caravane de 300 mètres de long, elle va parcourir 5 km. Donc là, on est dans les rues de Caen. Hop. Et quand on passe devant ce qu'on appelle... Donc là, on est sur... Hop. Quand on passe sur ce qu'on appelle, nous, les stations, des tableaux se mettent en jeu. En fait, cette caravane, elle fonctionne comme un allumeur de réverbère, c'est-à-dire qu'elle remonte le fil de l'histoire. Et quand on passe sur des places emblématiques de la ville, ici, on est à l'hôtel de ville, par exemple. Ensuite, on sera place Saint-Sauveur. Puis, on passera Fossé Saint-Julien, place de la Mare. On remontera à l'université. On fera le tour du château et on redescendra pour un final sur le port au bout du bassin Saint-Pierre. Et donc, quand on passe devant ces sites emblématiques, devant les stations, des tableaux se mettent en jeu. Un spectacle d'environ une trentaine de minutes. La caravane passe, le tableau se met en jeu, la caravane repart, et ainsi de suite. Ce qui fait que ça dure 5 heures, que les sites s'activent au fur et à mesure, et qu'ici il est 19h30 et ici il est minuit. Ça va ? Donc, c'est une parade dans le sens où le public ne pourra pas. Le public est stationné sur les trottoirs, sur les places, et il regarde passer la caravane qui fend la ville. Et donc, on est vraiment spectateur, mais on n'est pas invité à rentrer dans la caravane, à rentrer dans le cortège. Tous les participants, ces brigades poétiques qui sont dans la caravane, ce sont des personnes qui ont répété au fur et à mesure de l'année, qui se sont inscrits pour participer au spectacle, et donc qui sont costumés et qui sont déjà prévus dans ce spectacle. On n'est pas du tout dans un carnaval ou quelque chose de participatif de manière imprévue. Voilà. Là, vous avez la dimension des modules, voilà, des remorques de 13 mètres de long, habitées par des musiciens, circassiens, acteurs. Les brigades, je vous en ai parlé, 80 à 100 personnes. Et les 6 stations, donc c'est les différentes places de la ville. Voilà, ça, je vous ai déjà expliqué. Je ne vais pas dans le bon sens. Donc là, par exemple, c'est un croquis de la station de l'hôtel de ville, j'imagine que vous reconnaissez, avec sur les sapins des esquisses d'installation de masques qui représenteraient Mathilde et donc les femmes qui ont créé la ville. Donc tout ça est très symbolique.
Donc là, les brigades poétiques, je vous ai dit 4 brigades avec à peu près 80 à 100 participants par brigade. En plus de ces participants qui vont surtout danser dans les brigades, c'est de la mise en mouvement. Il y aura aussi des participants, il y a un peu plus de 1000 participants dans ce spectacle. Donc il y a 300 à 400 personnes dans les brigades. Et en plus de ça, sur les différentes stations, des participants, plutôt des adultes, des enfants à quelques endroits, mais sinon on est plutôt sur des participants adultes, avec des gens qui vont chanter, faire de la mise en jeu, qui vont faire de la manipulation de marionnettes. Et par exemple, il y aura aussi un chœur monumental en dessous de l'esplanade là, de l'université, sous la galerie vitrée, un chœur de 400 choristes. Voilà un petit peu l'ambiance et le nombre de participants. Et en plus de ces plus de 1000 participants amateurs en jeu, il y aura aussi à peu près 100-150 artistes professionnels dans le spectacle qui joueront avec ces 1000 participants amateurs. Voilà. Sur le récit, je ne vais pas trop vous en dire, mais station 1, donc à l'hôtel de ville, on est plutôt sur une évocation donc à l'époque, ça s'appelle les spectres de la ville, l'époque médiévale, une évocation à Guillaume et Mathilde. Station 2, on est place Saint-Sauveur. Il y a en compagnie associée l'ensemble Correspondance, qui est un ensemble baroque, donc un spectacle baroque en espace public. Voilà le genre de proposition qu'il peut y avoir. À l'université, la station s'appelle Les Enfants Sauvages. On sera déjà sur la période après-guerre. Vous voyez que ça suit à la fois la chronologie du récit, l'histoire de Caen, et que ça se répond avec l'architecture. À l'université, on est dans un bâtiment après-guerre de la reconstruction, et donc c'est la séquence qui est dédiée à l'après-guerre. Voilà, tout ça a un sens dans la construction du récit. On ne fait pas telle partie du récit, tel tableau sur n'importe quel site au pif. Voilà, il y a un sens à tout ça. Et bien sûr, le final est plutôt tourné vers l'avenir et Caen dans 1000 ans et le rapport à l'eau. Voilà. Là, vraiment, c'est un ultra résumé. Sur les équipes, pour créer ce spectacle, on est à peu près en tout une centaine de professionnels, je pense. La plupart des équipes sont sous le régime de l'intermittence du spectacle, donc ce ne sont pas 100 personnes qui travaillent bien évidemment de manière permanente, mais ce sont bien des artistes, créateurs, constructeurs, costumiers, chargés de production, etc., qui travaillent sur différents projets, différents spectacles. À part une petite partie de l'équipe, cette compagnie, elle est dirigée par un binôme féminin, par Marie Clouet à la production et Amélie Clément à la mise en scène. Les scénographies sont signées par Fabrice Desperrois et Pauline Thébault. Ces scénographes, ils sont notamment scénographes pour les plastiqueurs. Voilà, sont les scénographes des plastiqueurs. Ils font notamment les scénographies pour le festival Vivacité à Sotteville-lès-Rouen. Voilà, festival d'art de rue connu sur le territoire. Les costumières, les créatrices costumes, chefs costumières, ce sont Laetitia Pasquet et Sophie Ongaro. Sophie Ongaro, elle est notamment la costumière du théâtre de Caen, habituellement. La musique est aussi une composition originale. L'ensemble de la musique est écrite pour le spectacle. En fait, il faut bien se mettre en tête que ce spectacle, il est écrit et créé sur mesure pour la ville de Caen. Il ne jouera qu'une fois. Il n'est pas reproductible ailleurs. Il ne peut pas être diffusé ailleurs, sorti de ce contexte. Et il est vraiment écrit sur mesure pour la ville. Il y a pas mal d'artistes et compagnies associées qui joueront dans ce spectacle. Beaucoup d'artistes normands,
voire Canet. Mais il y a aussi des compagnies nationales qui vont travailler sur ce spectacle, notamment sur des spécificités ou des choses qu'Amélie avait envie de voir dans ce spectacle. Par exemple, la compagnie L'Homme Debout, qui fait de la marionnette géante en osier. Et donc, cet enfant apparaîtra sur la station à l'université. Et voilà, on n'avait pas la compétence en local et on n'allait pas copier la compagnie L'Homme Debout. Voilà, donc il y a des compagnies qui sont invitées, qui ne sont pas du territoire, qui travaillent sur ce projet. Dans le bon sens. Donc voilà un peu des visuels sur... Oui, non, j'y arrive pas, le sens. Sur les compagnies associées, ça c'est la marionnette de L'Homme Debout, cet enfant géant. Vous avez un visuel ici de la compagnie Carnavir. Carnavir, ils font de la pyrotechnie de proximité. On appelle ça dans les arts de la rue, de la pyrotechnie aussi un peu de jour. Et donc, ils seront présents sur une des séquences du spectacle. Là, c'est un tout petit exemple, parce qu'il n'y a pas tout le monde. En bas, vous reconnaissez peut-être la compagnie cannaise Javotte Productions. Et ici, une artiste qui s'appelle Simone Découpe, qui fait du théâtre d'ombre. Et donc, dans le cadre d'un projet avec des scolaires, on réalise une séquence du spectacle en théâtre d'ombre qui sera projetée sur les façades de l'université. Et plein d'autres, mais je ne dévoile pas l'ensemble du spectacle. Les équipes, on est organisé en pôles. Ah oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que pour la création de ce spectacle, on est momentanément implanté à la Grande Halle à Colombelles, anciennement le WIP, et encore plus anciennement la Société métallurgique de Normandie. On est donc organisé en différents pôles. Un pôle qu'on appelle le pôle scénographie. Le pôle scénographie, Fabrice et Pauline dessinent l'ensemble des scénographies. Ils se mettent d'accord avec la directrice artistique, Amélie Clément, sur les dessins. Il y a des allers-retours. Ils dessinent des modules, des scénographies urbaines qui vont être installées, par exemple, sur des réverbères, sur des façades, ce genre de choses. Une fois qu'ils ont choisi ensemble le dessin, après des échanges avec Amélie, ces dessins, ils passent ensuite à un modélisateur 3D, qui a une formation d'architecte, un peu comme une maison. On dessine la maison de ses rêves, et ensuite, il faut bien voir si elle tient debout, la taille des pièces, la taille du poteau, la taille de tout. C'est construit sur des poids lourds qui font plus de 13 mètres de long. On est à peu près à 6-7 mètres de haut. Il y aura des personnes en jeu dessus. Ça va rouler, donc il faut que ça tienne. Il faut que la sécurité... voilà. Donc il y a beaucoup d'enjeux techniques ensuite. Il y a des enjeux aussi de coûts, de matériaux, de faisabilité entre le dessin dont on rêve et la réalité, la faisabilité, le temps de construction, les budgets de production. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu pour être au service de l'intention artistique. Une fois que le dessin est fini, que ça a été modélisé, ça passe à l'atelier. Donc à l'atelier, les constructeurs, quelques constructrices, mais peu, surtout des constructeurs. Et donc, il y a plein de compétences, que ce soit de la soudure, de la menuiserie, de la charpente, etc. Charpente bois, charpente métallique. Donc, tout ça est construit à l'atelier, puis le décor, les patines, l'accessoirisation, la peinture, voilà. Le pôle costume. Donc le pôle costume, il faut savoir qu'il y a plus de 800 costumes qui vont être fabriqués pour ce spectacle. C'est colossal. Sophie, elle dit que ça représente combien d'opéras? Je crois que 5 opéras. 5 opéras à peu près. Et donc les costumières et quelques costumiers, mais surtout des costumières, ont beaucoup de travail. Elles dessinent l'ensemble des costumes.
excusez-moi si j'ai peut-être mal entendu, mais si j'ai bien entendu, vous avez dit que les costumes étaient juste fabriqués pour le spectacle. Est-ce que vous avez songé peut-être à une réutilisation Oui. prochaine? On a pensé à réutiliser les modules, on va réutiliser les costumes. Comme après on n'aura plus le lieu, évidemment, on va tout donner, on va pas faire des costumes qui ne serviront plus jamais après. L'idée c'est que vraiment ils soient réutilisés pour donner à des compagnies, donner à plein d'autres spectacles. Voilà. Ok. Merci. Je pensais que... Alors, les costumes, ils sont faits sur mesure, surtout pour, par exemple, pour les circassiens, par exemple. Il y a des contraintes particulières techniques pour un costume. Pour les brigades, ils sont faits, par exemple, imaginons une brigade, 80 personnes. On a à peu près des unités de 10 costumes similaires par brigade, mais ce ne sera pas les mêmes 80 costumes pour une brigade. Il y a différents personnages, on va dire, dans une brigade. Et elles imaginent les costumes. D'abord, elles font une taille un peu standard, très modulable, pas du tout ajustée. Et ensuite, chaque personne vient essayer son costume et chaque costume est retouché et fait sur mesure. Voilà. Donc ça, c'est un travail assez titanesque qu'elles ont à faire. Il y a de la couture main, de la couture machine, il y a de la taille, du moulage, voilà. Alors, on a plein de savoir-faire différents, on a de la teinture naturelle et du coup on fait appel aussi à des professionnels qui vont nous apprendre leur savoir-faire pour pouvoir ensuite le reproduire et produire tous ces costumes. Voilà, l'intérêt, c'est aussi que la création de ce spectacle, nous, on le voit aussi comme un grand lieu d'échange de savoir-faire, des compétences, des professionnels, un peu comme une grosse fabrique artistique, un lieu d'expérimentation. Et donc, là, Adèle parlait de la teinture végétale. Par exemple, c'est Ludivine, hein, c'est ça ? Ludivine, elle est spécialiste en teinture végétale. Elle avait déjà fait sur des grosses productions dans le cinéma, Astérix, de la teinture végétale. Et elle est venue former, les costumières l'ont invitée à travailler et à former l'ensemble de leur équipe costume. Donc elles ont invité aussi un peu tout le réseau costume avec lequel elles travaillent sur le territoire pour qu'il y ait du partage de savoir-faire et pour montrer que de la teinture naturelle, végétale, c'était aussi possible de faire ça sur des productions même à grand format et pas juste sur une pièce de qualité de temps en temps et qu'on pouvait aussi travailler avec à la main avec des savoir-faire, des matières qui soient pas trop dégueulasses et de pas commander l'ensemble de son tissu sur Amazon ou ce genre de choses en fait. C'est aussi l'enjeu de faire travailler les gens du territoire, d'utiliser aussi des matériaux du territoire. Elles utilisent du lin fait en Normandie. Enfin voilà, il y a pas surtout, hein, mais dès qu'on peut, on essaye de valoriser ce qu'il y a en région. Alice, tu veux redire des choses sur le costume peut-être ? C'est pas mal. Ça va ? Ça va. Et les équipes, ce dont j'ai pas parlé, c'est moins visuel, mais donc il y a la direction artistique bien sûr, il y a les équipes techniques qui ont un énorme travail à faire, vous imaginez bien, sur chaque site mesurer les espaces publics, les jauges, les accès, la sécurité, les installations lumière, les installations son. Voilà, il y a une très grosse équipe technique sur ce spectacle. Et en production, on fait partie de l'équipe de production en termes d'administration. Donc, il y a un comptable, il y a quelqu'un qui s'occupe des échanges, contrats avec les compagnies associées. On s'occupe voilà, faut s'occuper de tout, des transports, des hébergements, des loges. Enfin, voilà, il y a une grosse partie production aussi sur ce spectacle et aussi donc des partenariats et de la participation. Parce que dire qu'on fait un spectacle avec et pour les habitants de Caen et faire participer plus de 1000 personnes dans ce spectacle et à peu près 3000 personnes à la création de ce spectacle, c'est-à-dire à la création des décors, des costumes,
ça demande aussi d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont envie de participer à ce spectacle, d'en parler, de faire partager ce qu'on est en train d'imaginer à la Grande Halle là-bas. Et donc, ça fait plus d'1 an et demi qu'on va dans les pôles de vie des quartiers, dans les MJC, dans les associations, etc., pour présenter le spectacle, pour savoir qui a envie de participer avec nous à cette aventure. Et par exemple, il y a 1 an et demi, dans un pôle de vie de quartier, on a présenté le spectacle et qu'on a dit il y aura possibilité de participer à de la musique, à de la danse, à du chant, à la réalisation des costumes, des scénographies, mais on ne savait pas encore qui, quoi et comment. Il y a une association qui a dit « Ah bah nous, on fait de l'accordéon, on aimerait bien participer au spectacle ». Il n'était pas du tout prévu qu'il y ait de l'accordéon dans ce spectacle. Les compositeurs et la directrice artistique en ont parlé et ils se sont dit « Alors, ils sont combien ? Ils peuvent répéter comment ? Etc. Est-ce que ça a du sens dans le spectacle ?» Et finalement, ils ont composé une partition pour eux. Il y a une séquence dans le spectacle où ils participeront. C'est pas, on cherchait pas des figurants. On n'a pas dit il nous faut 10 personnes à tel endroit pour faire tel truc, 20 personnes ici. C'est vraiment dans la rencontre et dans l'écriture du spectacle. Il faut savoir qu'on n'a pas proposé aux gens de participer avec un spectacle qui était déjà complètement ficelé et écrit. Et donc cette participation, elle se construit au fur et à mesure de l'écriture du spectacle et au fur et à mesure des rencontres. C'est un échange et c'est vraiment en fonction aussi des personnes qu'on rencontre sur le territoire et de qui veut participer comment. Aujourd'hui, ça, c'est déjà pas mal construit, c'est-à-dire que là, on est dans la phase de répétition et de mise en œuvre des partenariats et de la participation. En gros, pour faire très résumé, il y a ces personnes, plus de 300-400 personnes qui répètent pour la danse, 400 personnes qui répètent au chant, à peu près 150 personnes qui font des répétitions musicales, percussions, accordéon, soufflant. Le chœur et orchestre de l'université participent, par exemple. Vous avez une vingtaine d'associations qui participent. Ça peut être d'aider à la création des costumes, à la création de petits accessoires qui vont aller sur les costumes. Des établissements médico-sociaux, ça c'était surtout un projet fait avec les seniors, de pièces en crochet, 1000 pièces en crochet, faites avec du lin normand, de la laine normande, pour réaliser une robe emblématique d'un des modules. Les établissements scolaires, c'est surtout les lycées professionnels, notamment les filières mode et habillement et les filières métiers d'art, qui participent à la création de scénographie, d'accessoires, d'éléments de scénographie lumineuse ou de plus grosses installations. Par exemple, il y a un projet avec les âmes sur une grosse installation. Voilà. Des centres sociaux CAF, des MJC, etc. Et pour les scolaires, la grosse partie médiation, participation. En gros, on nous avait proposé, suggéré de faire participer 1000 enfants à ce spectacle. Ce à quoi on a dit non, pour des contraintes notamment, déjà que ça ne rentrait pas dans l'écriture du spectacle, pour des contraintes de sécurité. Une roue de poids lourd, elle fait la taille d'un CM2. Voilà, il y a 150 000 spectateurs potentiellement invités. Et donc, ce sont des adultes quasiment seulement qui participent le jour J. Mais beaucoup de CM2 de Caen, à peu près 400 CM2, participent à la création de ce spectacle en amont via des dispositifs qui s'appellent CTEJ. Vous croiserez peut-être ça un jour dans vos parcours. Ça fait partie de plein de très beaux anagrammes qu'il y a un peu partout dans les dispositifs, appels à projets, etc. CTEJ, c'est des contrats culture, territoire, enfance, jeunesse. Ce sont des groupes de jeunes et des classes qui sont concernés par ça, avec des structures culturelles. Donc là, on est associé au Musée des Beaux-Arts, au Cargo et au Sablier, avec qui on a invité, je ne sais pas comment dire, pas invité, c'est moche. On travaille avec des artistes, voilà. On collabore avec des artistes, avec ces structures. Ces artistes, ils interviendront auprès de scolaires
et ils vont créer quelque chose, par exemple, avec le sablier. C'est la fameuse Simone Découpe dont je vous ai parlé. Et donc, elle va leur apprendre à faire du théâtre d'ombre. Ils vont faire du dessin, du découpage, de la manipulation. Et c'est ce qu'ils vont avoir créé en lien avec la direction artistique de la parade, qui va ensuite jouer à l'université pendant le spectacle. Donc, c'est pas du tout... ils ne créent pas quelque chose qui est posé dans le spectacle. Toutes les participations, ce sont vraiment des... Ils font partie de la création avec des contraintes et des exigences comme tous les membres de l'équipe, tous les artistes, c'est-à-dire qu'on est tous au service d'une même histoire. Et donc, il ne faut pas que ça fasse collage. Il faut que tout ça soit lié et qu'on travaille tous ensemble à l'écriture d'une même histoire. Voilà. Et ça, c'est très important dans l'ensemble des collaborations. Je vais parler des ateliers danse. Oui, et donc, je voulais rajouter aussi dans la participation. Alors, on était déjà venu à votre pré-rentrée pour en parler, mais du coup, là, j'en reparle encore. Comme vous a dit Floriane, on a à peu près 300-400 danseurs dans le cortège. Et donc, tout ça, c'est des gens qui participent, des débutants, des amateurs, enfin, pas des professionnels en tout cas. Et donc, on ouvre des ateliers danse. Et on en a ouvert un à la fac, donc, qui est complètement gratuit, qui a lieu les vendredis de 18h à 20h. Donc ça a déjà commencé les répétitions, mais il reste de la place. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, on a mis le mail d'inscription. C'est gratuit et donc c'est tous les vendredis. Et comme ça, après, vous pourrez venir danser dans le cortège de la parade. Voilà. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à envoyer un petit mail ou même pour avoir quelques informations supplémentaires. Ouais. Juste pour rajouter aussi, s'il y en a qui sont intéressés, je sais que c'est compliqué de rattraper ce qu'on a déjà appris, mais s'il y a la volonté, on est déjà un petit groupe et donc vous pouvez venir vers moi ou vers d'autres gens qui sont dedans pour qu'on puisse vous apprendre ce qu'on a déjà appris. Ça s'apprend assez vite, c'est quelque chose de très petit, donc ça se fait bien. Voilà. Bah, trop bien, merci. Et pour finir, voilà, c'est ce dont je vous parlais pour la partie médiation. Parfois, on nous dit « Ah, c'est tout ça pour un spectacle, pour une soirée », mais en fait, non, c'est quand même 2 ans d'échanges sur le territoire avec plein de gens différents, avec des enfants, avec des adultes de tout âge, avec des étudiants, des lycéens. Ça peut être des présentations on essaye de faire partager le plus possible ce qu'on fait, présenter nos métiers. On accueille plein de stagiaires dans différentes disciplines. On fait visiter les ateliers de création. Donc ça peut être à du grand public. On a ouvert pour les Journées du patrimoine, il y a eu à peu près 150 personnes. Toutes les assos qui participent viennent visiter. Des groupes d'habitants des quartiers. On a à peu près 30-35 visites de scolaires là encore prévues. Donc on leur fait visiter les ateliers de construction, les ateliers costumes, on leur présente l'ensemble du spectacle de manière plus condensée que ce que je vous fais là. Et on a mis en place aussi un jeu. Ce jeu, c'est une grande carte sur laquelle les enfants imaginent créer un spectacle. Ils piochent une carte publique, par exemple. Dans le public, ils vont avoir un public d'enfants. Allez, ils piochent une carte discipline des arts de la rue, marionnette géante. Ils piochent une carte espace public, un rond-point, puis un événement perturbateur, parce que c'est aussi ça les arts de la rue. Une voiture est stationnée en plein milieu, un chien passe et aboie. Enfin voilà, des choses comme ça. Et ensuite, ils placent tous ces événements sur un plan, sur une carte. Puis, ils y installent un petit peu de scénographie, vous voyez, des plumes, des bâtiments, des arbres, des jouets, etc. Ils piochent des instruments de musique. Et en fait, c'est une manière de faire comprendre ce qui se passe en coulisses, comment on imagine un spectacle et comment on peut créer dans l'espace public, comment on peut se réapproprier notre espace public, comment cet espace public, c'est pas seulement un espace de circulation ou de travail,
C'est aussi un espace de jeu, c'est un espace de dialogue, de rencontre, de vivre ensemble, et que la création, le spectacle en fait partie. C'est une expérience sensible qu'on partage collectivement, et donc c'est ça qu'on porte au sein de la compagnie, qu'on essaye de leur faire comprendre en amont et les sensibiliser à tout ça. Voilà. Ici, vous avez la photo des gamins là, avec l'osier. C'est une photo que j'ai prise sur le site de la compagnie L'Homme Debout. Cette marionnette géante qu'on vous a montrée, elle est construite, elle sera construite pendant 5 semaines lors d'un chantier participatif. Ce sera sans doute le QG, cet atelier sera sans doute installé au Crous de l'Ébizé, dans une des salles. Et donc, pendant 5 semaines, chaque matin, on accueillera des groupes d'habitants. Et l'après-midi, ce sera en accès libre. Donc, si vous êtes intéressé pour venir rencontrer la compagnie L'Homme Debout et filer un coup de main sur la fabrication de cette marionnette géante et apprendre aussi des techniques de fabrication, construction en osier, vous serez les bienvenus. Voilà. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on a dit pas mal de choses et c'était peut-être un peu dense, donc voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Cette idée-là de faire un grand spectacle, ça vous est venu comment? Alors, ça nous est venu comment? On nous a proposé de créer ce spectacle. Parce que ils avaient envie, dans cette programmation de grands événements, qu'il y ait un temps fédérateur, festif, et un temps qui mette à l'honneur les arts de la rue. Il y a quand même la saison des arts de la rue, Éclat de rue à Caen. Il y a quand même une tradition un peu autour de ça. Et il y avait une envie qui est ce type de proposition. Et c'était possible. Enfin, dans la programmation du millénaire, il y a aussi, par exemple, Aquanaut, un spectacle de Circus Circor qui sera programmé 3 soirs de suite, je crois, en septembre sur le bassin Saint-Pierre. Circus Circor qui est actuellement au théâtre, qui passe ce soir au théâtre de Caen. Et donc, ils ont une création en espace public qui est un spectacle aquatique et aérien, qui est assez incroyable. Donc voilà, ils auraient pu aussi programmer des compagnies internationales, nationales, avec un spectacle tout fait, qu'ils achètent et qui viennent, mais je crois qu'ils avaient envie qu'il y ait une création et de la mise en mouvement aussi de ce territoire et des artistes et créateurs du territoire, et un peu une création faite sur mesure pour la ville. Et comme on avait fait il y a quelques années l'ouverture d'Éclat de rue quartier de la Pierreusée, où on avait créé un spectacle avec les habitants de la Pierreusée. Et donc, voilà, je pense que c'est pour tout ça qu'on nous a proposé de créer ce spectacle. Ouais. Comment faites-vous s'il y a des imprévus à intempéries? On va faire comme les JO. Il fera très beau. On va jouer. Il fera très beau le 9 mai 2025. Bien, il n'y a pas de report prévu pour des questions logistiques, de sécurité, et c'est la préfecture qui a arrêté le fait qu'il n'y ait pas de report prévu. C'est le 9 mai ou non. Après, ça va être un spectacle un peu diminué. Peut-être que, si évidemment c'est le déluge, voilà, les circassiens, peut-être que voilà, ils pourront pas jouer pour des questions évidemment de sécurité. Mais on va jouer, on jouera quoi qu'il en coûte. Sauf si évidemment la préfecture nous interdit de jouer, mais là il faudrait que vraiment en cas de force majeure. Non, voilà. Un tsunami, on ne jouera pas, mais sinon techniquement on jouera. Non, mais quand même, s'il y a des contraintes de sécurité posées par la préfecture en termes de sécurité d'intempéries ou d'alerte vigile pirate, plus attentat ou ce genre de choses, bien évidemment que ce sont des motifs d'annulation du spectacle. Il y a de très faibles chances, et ce serait vraiment terrible. Mais si juste il pleut, ou il vente, ou il fait pas beau, le spectacle joue. Et comme l'a dit Adèle, et ben voilà, les spectateurs les plus motivés viendront avec leur parapluie et leur caouet. Et pour nous, il y aura bien sûr quelques éléments qui... On fera en sorte que ça ne se voit pas. Mais il y a des choses qui ne pourront pas avoir lieu. Concrètement, un orchestre baroque en espace public.
un instrument d'un ensemble comme ça sort pas à jouer sous la pluie. Nous, on est plus habitués dans les arts de la rue. Un funambule avec une pluie et un vent incroyable va pas risquer sa vie et pourra peut-être pas faire sa traversée. Voilà, il y a des choses comme ça qui pourraient être enlevées en cas de très très fortes intempéries. Voilà. Et le fait est qu'il y ait tant d'artistes qui viennent, parce que quand même c'est une grande collaboration, que ce soit national, il y a du communal, peut-être ça en rapport avec la ville et aussi le pays national. Est-ce qu'il y a aussi du international aussi en même temps? Il n'y a pas l'international. Non. Mais en tout cas, Les circassiens, ils viennent de partout dans le monde. Ah oui, après des artistes, oui, comme dit Aélis, il y a des circassiens qui viennent de partout dans Parce le monde. que typiquement, là, on a tout un groupe de circassiens qui sortent de l'école de cirque de l'Homme, donc à côté de Lille dans le Nord, qui est réputée et internationale. Donc en fait, on a des artistes qui viennent de partout dans le monde. Là, je crois que dans le groupe, on en a très peu de Français finalement en proportion. Mais voilà, ils sont formés en France et ils sortent d'une école française. Mais sinon, on travaille principalement en fait avec du local et sinon du national. Mais voilà, ça va être en minorité plus large, quoi. c'est qui les circassiens? C'est Jean-Marc Rousseau, il est sous là pour plusieurs fois, donc c'est quoi les circassiens? Les circassiens? Alors attends, C'est-à-dire faut répéter la question parce que je suis pas sûre que tout le monde ait entendu. Oui, alors la question était, on travaille avec des compagnies cannaises, normandes et quelques compagnies nationales et on nous demandait si on travaillait avec des compagnies internationales sur ce spectacle. La réponse est non, mais pas au sein des compagnies, surtout dans les arts de la rue, du cirque, etc. Les gens peuvent venir de partout et on voyage beaucoup et comme dans la vie et dans le monde, il y a des gens qui viennent de partout. Mais sinon, non, il n'y a pas de grand nom de compagnies internationales associées au spectacle, par exemple. Voilà. Et l'autre question, c'était, c'est quoi un circassien? Oui, c'est ça. Un circassien, c'est quelqu'un qui fait du cirque. Voilà. Comment on sélectionne justement les compagnies avec lesquelles il est possible de travailler? Alors, comment on sélectionne? Déjà, on ne parle pas vraiment en termes de sélection. Enfin, c'est quoi je vais parler un peu start-up, le process de recrutement Alors, il n'y a pas de process de recrutement, c'est pas comme ça du tout qu'on travaille. Et au même titre que nous, dans nos équipes, si on veut travailler avec telle costumière, tel scénographe, on ne fait pas des entretiens d'embauche et du recrutement, c'est-à-dire qu'on se dit on a envie de collaborer avec tel artiste et on lui propose est-ce que mon projet t'intéresse et est-ce que tu as envie qu'on travaille ensemble parce que moi j'ai pensé à toi, parce que ce que tu fais, je pense que ça serait très beau dans ce spectacle et j'ai très envie de travailler avec toi. C'est comme ça que ça se passe plutôt. Voilà. Il y a plein de modules différents, plusieurs artistes. Comment vous faites pour avoir un ensemble homogène? Est-ce que vous avez une ligne directrice? Est-ce que chacun doit respecter certains points, certaines formes, certaines couleurs? Enfin, comment vous faites pour homogénéiser tout ça? Alors, pour homogénéiser tout ça, c'est beaucoup d'échanges. C'est la direction artistique, donc c'est surtout Amélie qui centralise beaucoup, dans le sens où tout repasse par sa validation. Elle est un peu la garante du récit et du fait que tout ça soit homogène et de recentrer sur un tableau, par exemple, celui de l'université, d'écrire la séquence pour que l'apparition de cette marionnette de l'homme debout, elle dialogue avec la séquence de théâtre d'ombre et le chant. Tout ça, c'est une même séquence, comme si on était tous ils étaient tous les personnages d'un même spectacle, d'un même tableau. Et donc, c'est ça sur toutes les stations, sur l'ensemble du parcours et donc ensuite sur l'ensemble du spectacle. Et la danse, par exemple, toutes les chorégraphies sont ensuite testées, validées par la direction artistique, tout comme le costume, tout comme la scénographie. Les scénographes, quand ils font le module sur l'après-guerre, par exemple, ils échangent sur leurs dessins avec les costumières, elles échangent sur leurs croquis avec les scénographes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe pour que...
C'est pour ça qu'on a de la chance d'être tous au même endroit, à la grande halle, où nous, on a nos bureaux. Au-dessus de nous, il y a les costumières et du coup, il y a l'atelier. Donc vraiment, on peut tous directement aller voir déjà ce que fait l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant. Et puis oui, d'échanger. Et comme ça, c'est quand même assez pratique. Puis ça nous aide pas mal. Mais oui, c'est l'enjeu majeur que ce soit un ensemble et pas plein de petites propositions. L'idée, c'est pas que ça fasse plein de petits spectacles, c'est un seul grand spectacle. Vous avez connu beaucoup de moments stressants durant la création de ce spectacle? On a connu beaucoup de moments stressants, non, pas du tout. Tout va bien. Non, oui, c'est très stimulant, c'est beaucoup de travail, c'est un sacré défi pour l'ensemble d'entre nous. On n'a jamais fait une œuvre de cette ampleur, la ville n'a jamais accueilli une œuvre de cette ampleur, et la plupart des artistes qui travaillent sur ce spectacle, même des gens qui ont de la bouteille, c'est un défi. Le directeur technique, c'est Olivier Desjardins, il a été directeur technique... il est directeur technique de Vivacité, il a été directeur technique du Festival d'Aurillac, etc. Il est en fin de carrière parce qu'il a une 60aine d'années. Et voilà, même pour lui, c'est un défi ce spectacle. Et en effet, on a beaucoup de travail, mais c'est très stimulant et ça nous réjouit. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure que la parade approche, on a des petits moments, des petits moments de speed, évidemment, c'est normal. Face à un gros spectacle comme ça arrive toujours. Il y a d'autres questions? Comment vous avez financé l'événement? Comment on a financé l'événement? L'événement, il est financé par le GIP Millénaire. Et donc, c'est le GIP Millénaire qui paye ce spectacle. Et le GIP Millénaire, c'est comme je disais, un financement commun, ce groupement d'intérêt public, de la ville de Caen, Caen-la-Mer, le département, la région, l'université, la chambre de commerce et d'industrie. Et il y a aussi un petit peu de mécénat, dans le sens où il y a un peu de mécénat de compétences, et c'est-à-dire par exemple du prêt de matériel. On peut nous prêter ou nous mettre à disposition une grue, une remorque de poids lourd, voilà, des choses comme ça, des machines à coudre. Et il y a aussi des entreprises, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Filt, c'est une entreprise qui fabrique des filets en Normandie. Type les filets pour faire les courses de votre grand-mère, voilà. Réinventer, je ne sais pas si vous avez vu ça. C'est une entreprise qui est sur le territoire et eux, ils nous ont donné beaucoup de fils, de matière, de filets. Et donc là, quand on fait du don comme ça, c'est du mécénat, c'est-à-dire que les entreprises ont de la défiscalisation sur ce qu'elles donnent et que nous, ça nous fait rentrer de la matière aussi. Et donc, ça fait partie aussi de... Voilà, il faut en parler aussi. C'est pour ça que, par exemple, les costumières, elles travaillent beaucoup avec des matériaux qu'on peut dire étonnants, parce qu'on ne trouve pas forcément dans un atelier de couture. Par exemple, je ne sais pas si vous voyez les drapeaux, les oriflammes de la ville, les drapeaux, il y en avait beaucoup avec Joséphine Baker. Bon, voilà, ça, typiquement, elles vont les récupérer, elles vont en faire des housses pour les costumes, elles vont faire des petites housses pour des projets qu'on a, nous, en médiation. Voilà, elles réutilisent plein de choses. Donc, on nous donne des fois des choses on les a, donc on les utilise, quoi. D'autres questions? Non. Très bien. Est-ce que vous pouvez juste, mais très rapidement, revenir sur vos parcours à chacune? Parce que beaucoup de personnes en art du spectacle ne savent pas forcément où elles vont et pourquoi suivre cette formation. Donc juste pour donner une idée de votre parcours à vous, de votre formation. Déjà, je pense on va expliquer chacune de nos parcours, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est des métiers où c'est quand même beaucoup dans la rencontre. Et vous seriez étonnés, je pense, des parcours de l'ensemble de nos équipes et que beaucoup de gens n'étaient pas prédestinés au métier qu'ils font aujourd'hui. Il y a beaucoup de hasards, d'imprévus, de rencontres. Et en fait, si vous avez envie de travailler un peu dans ce milieu, il faut oser et il faut aller à la rencontre des autres et il faut faire des expériences qui nous décalent parfois de nos pratiques
mais qui nous amène à d'autres choses. Moi, par exemple, j'ai fait une licence en histoire de l'art et une licence en sociologie de la culture, puis un master en socio de la culture, médiation culturelle, et j'ai d'abord travaillé dans les musées. Et je connaissais, par exemple, j'avais pas travaillé dans les arts de la rue, j'ai pas fait du spectacle, et j'ai pas travaillé dans le spectacle, mais j'ai travaillé dans l'étude des politiques culturelles, la médiation culturelle, le rapport au public, etc. Et comment je suis rentrée au Ballon Vert, en fait, j'ai d'abord remplacé la directrice de production Marie pendant son congé maternité. Et Amélie Clément, je l'ai rencontrée pendant le mouvement des Gilets jaunes et au squat du Marais, où il venait proposer un projet, voilà, à faire avec les habitants. Parce que, comme je disais, c'était plutôt un théâtre politique et que on s'est rencontrés aussi dans ces milieux-là. Et moi, avec le bagage que j'avais, elles m'ont proposé le remplacement en congé maternité. Et ensuite, je suis restée chargée des publics au sein de la compagnie. Voilà comment ça s'est passé. Moi, du coup, j'ai fait la licence d'Ardus de Caen. Je l'ai terminée il y a 4 ans. Après, je savais pas du tout ce que j'allais faire, donc j'ai fait une année de césure et j'ai travaillé dans la compagnie que j'ai créée avec des amis quand on était en licence. Ah bah oui, vous avez rencontré Flavien, on a créé une compagnie du coup ensemble. Ensuite, du coup, j'ai fait une première année de master de médiation culturelle là à l'INSPE, mais c'était un peu trop, comment dire, côté éducation, c'était moins ce que j'aimais. Donc j'ai arrêté et j'ai fait ensuite un service civique au CDN, à la Comédie de Caen, en relation avec les publics. Et après, du coup, je suis partie à Clermont-Ferrand, où j'ai fait un master 2 de direction de projet et établissement culturel. Donc en gros, un master de production médiation. Et en fait, pour valider ce master, il fallait que je fasse un stage. Donc je suis revenue à Caen et en fait, j'ai fait mon stage au Ballon Vert parce que j'avais entendu parler du projet. Connaissant Flavien qui a travaillé au Ballon Vert, on a pas mal parlé. Et donc j'ai fait mon stage au Ballon Vert et donc là, je l'ai terminé en octobre. Et ensuite, du coup, ils m'ont gardé et maintenant, je suis salariée au Ballon Vert pour la parade. Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas du tout de bagage de formation dans la culture, l'art ou la médiation à la base. Moi, il y a 2 ans, j'étais à votre place, mais en sciences de la vie. Voilà, donc rien à voir. Et j'ai eu envie de changer de parcours. J'ai toujours été passionnée par l'art, la culture en général. Et moi aussi, en fait, j'ai commencé en service civique avec les costumes surtout parce que moi, c'est par les costumières que j'ai eu un contact avec le Ballon Vert finalement. Et j'ai continué, je reste sur le projet, mais à un autre endroit. Et maintenant, je me forme sur une partie de médiation pour être plus en contact avec les publics et voir un peu plus large aussi dans ce milieu. Voilà. Ouais. Est-ce que vous pensez que juste la licence, ça suffit pour partir en médiation culturelle derrière Est-ce que vous avez des conseils pour vous inclure dans la vie professionnelle Alors, pour rentrer en médiation culturelle, oui, moi c'est ce que j'ai fait, vraiment. Faut y aller un peu au culot, mais qu'est-ce qu'on a à perdre, hein, oui, moi, j'ai fait la licence et après je suis rentrée en médiation culturelle, donc vraiment, oui, moi, je trouve ça suffisant. Après, en plus, là, vous êtes en L1, mais après, dans le reste de votre parcours, il me semble que, en tout cas, moi, j'avais des cours de médiation culturelle et il me semble que maintenant, vous en avez dès la L2. Donc c'est trop chouette parce que nous, on n'avait que à partir de la L3 et donc voilà, c'était un peu dommage. Et des conseils pour rentrer dans la vie active. Alors un conseil, c'est un peu essayer d'être partout. Moi personnellement, c'était par exemple, on va au théâtre de Caen, on essaye d'être vacataire au théâtre de Caen, on va à la Comédie de Caen, on essaye d'être vacataire. Et au fur et à mesure, en fait, même si t'es pas pris, t'essayes, et tu rencontres quand même, tu finis par rencontrer les gens. Et c'est comme ça que tu te formes. Ou par exemple, quand tu as des intervenants à la fac, tu essayes de garder leur contact. En fait, c'est comme ça que c'est un peu du relationnel. En tout cas, moi, c'est comme ça. Mais on est dans des métiers qui sont quand même, comme beaucoup, mais qui sont très humains. Et c'est vraiment dans la rencontre et avec vraiment un plaisir de faire ensemble. Et je pense que le plus important, c'est la curiosité. Et donc oui, aller voir des spectacles, aller au cinéma, aller voir des expos. Enfin voilà, c'est important si vous êtes amené
vouloir vous épanouir et travailler dans ce milieu, ou en tout cas y faire un passage. Et la médiation culturelle, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Ça dépend si on fait de la médiation culturelle via une collectivité, dans un musée, dans un centre d'art, dans un cinéma, dans une MJC, enfin voilà, ça peut être plein de choses différentes. Donc en fait, il y a plein de manières de rentrer. Il y en a qui rentrent par l'animation, il y en a qui rentrent par des concours de la fonction publique, il y en a qui rentrent par du terrain. Et on ne va pas demander les mêmes niveaux de diplôme ou d'expérience selon les structures et les typologies d'endroits et la manière dont on fait de la médiation. Il y a des endroits où on est des médiateurs culturels. Ça va être des projets très hybrides. On va être plutôt dans de la construction de projets. Il y a des endroits où on est médiateur culturel. On reçoit que des enfants toute la journée. Il y a des endroits où on est médiateur culturel. On apprend une visite par cœur ou un atelier par cœur qu'on refait plusieurs fois. En fait, il y a c'est un éventail très large, un peu comme voilà, comme le théâtre, comme le cinéma. Enfin, la médiation, c'est une espèce de nébuleuse, on va dire. S'il n'y a pas de... Personne n'a de questions? Alors, s'il n'y a plus de questions, on va vous remercier. Merci. De rien.